Bonjour et bienvenue à tous dans l'événement du dimanche sur LCI. Ce midi, deux invités et un appel. Deux invités et un appel à l'union. Marine Tondelier, bonjour. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes, bienvenue à vous. Lucie Castet. Bonjour. Bonjour Lucie Castet, haut fonctionnaire. Les Français vous ont découverte cet été, disons-le, parce que le nouveau Front Populaire vous avait désigné comme sa candidate pour être nommé à Matignon par Emmanuel Macron. Il n'en fut rien. Le président en a décidé autrement. Bienvenue à toutes les deux. Je le disais, vous lancez ensemble, un appel à une candidature commune de la gauche pour la prochaine élection présidentielle. Vous posez des conditions, d'ailleurs, à l'organisation de cette candidature commune. Une principale condition, et nous la détaillerons dans un instant. Vous pourrez nous expliquer les fondements de cette nouvelle initiative politique dans un très court instant. Pour vous interroger à mes côtés ce midi, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous Arlette. Et Pascal Perry, bonjour Pascal. Bonjour David, bonjour mesdames. Et bienvenue. Bonjour, donc comme je le disais, dans un instant, nous entrerons dans le détail de cette nouvelle initiative politique que vous lancez chez nos confrères de Ouest France. Mais d'abord, l'actualité politique en ce week-end, c'est ce bras de fer qui continue, ce suspense, un bras de fer très rude entre Marine Le Pen d'un côté, Michel Barnier de l'autre. Il s'agit, bien sûr, les téléspectateurs d'LCI connaissent cette actualité, il s'agit du budget de notre pays. Et j'ai une question à vous poser là-dessus, Lucie Castet, Marine Tondelier. La gauche n'a-t-elle pas conféré à Marine Le Pen un pouvoir démesuré de négociatrice? Si Marine Le Pen est en capacité de faire sauter à la corde Michel Barnier, comme elle le fait depuis maintenant quelques jours, n'est-ce pas parce que les forces de gauche ont dit dès le début que de toute façon, elles voteraient une censure contre le gouvernement de Michel Barnier? Vous n'avez pas voulu négocier, vous n'avez pas voulu co-construire le budget du pays. Lucie Castet. Alors, déjà, ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que c'est la suite logique de ce que nous avions prédit depuis le départ, c'est-à-dire un gouvernement en réalité sans un socle solide, avec une légitimité de fond qui leur permet d'aller chercher des compromis. Et donc c'est une situation avec un gouvernement qui est, vous l'avez dit vous-même, dans les mains du RN, qui fait lui, le RN, sauter à la corde ce gouvernement qui baisse le pouce ou monte le pouce en fonction de son bon vouloir, ce qui conduit le gouvernement à devoir donner des concessions infinies au Rassemblement national. Et donc d'un président de la République qui disait « je serai celui qui écartera le Rassemblement national de la vie politique française », on a aujourd'hui un président de la République qui promeut le Rassemblement national. Si vous étiez allé chercher vos propres concessions, exactement. Si vous étiez allé chercher vos propres concessions, Michel Barnier ne serait pas dans un face-à-face avec Marine Le Pen, vous seriez dans l'équation. La réalité, c'est que le président de la République, lorsqu'il a décidé d'écarter le nouveau Front Populaire du gouvernement et de la possibilité de former un gouvernement au mépris de l'esprit des institutions, il l'a fait en n'écoutant pas les volontés de compromis que nous avions indiquées pendant l'été. Tout l'été, j'ai indiqué que nous ferions des compromis. Nous avons co-signé avec les présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, un courrier indiquant que nous ferions des compromis. Nous avons même mis 5 sujets sur la table sur lesquels nous pensions que des compromis étaient possibles avec l'ensemble des forces politiques. Mais avec Michel Barnier. Sauf le Rassemblement national. Sauf le Rassemblement national. Je poursuis. Lors du PLF, le projet de loi de finances, lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, en commission des finances, le nouveau Front Populaire a proposé des amendements qu'il a construit sur la base du projet du gouvernement et donc dans un esprit de compromis. Il a proposé des amendements qui ont permis de trouver des majorités amendement par amendement, donc fidèles à l'esprit de construction et de compromis qui avait été présenté tout l'été. Ces amendements, c'est pas vrai, puisque ils ont été adoptés, monsieur. Ces amendements ont été votés. Ces amendements ont été votés. Pour bon nombre grâce aux voix du Rassemblement national. Donc, non, pas du tout. Vous avez augmenté les impôts sur les transactions financiaires. Elle avait fait l'objet d'une proposition. C'est l'exemple, effectivement. C'est un bon exemple. J'en prends. Tout le monde est pour ça. Ben oui, tout le monde est pour. Sauf le camp macroniste. Le camp macroniste refuse de toucher à l'impôt pour des raisons dogmatiques. Et donc nous avons proposé des compromis, ça a fonctionné, dans la continuité de notre état d'esprit de l'été, ça a fonctionné. Et donc le résultat, c'est la démonstration que ceux qui ne veulent pas faire des compromis, c'est le camp macroniste, c'est le camp gouvernemental qui préfère rester entre les mains du Rassemblement national. J'avais hier sur mon plateau un représentant de la Macronie, et il dit c'est la faute des autres. Chacun dit c'est la faute de l'autre. Monsieur Doucan, ils sont quand même dans la situation dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes. On l'a dit dès le départ, ça se finit comme nous avions prévenu que ça se finirait.
Et ça ne va quand même pas être de notre faute, nous qui avons alerté là-dessus pendant des semaines. Moi, je suis élue d'opposition au Rassemblement national à Hénin-Beaumont depuis 10 ans. Ce que je retiens de cette petite expérience politique, c'est que toutes celles et ceux qui ont cherché à préserver un peu le Rassemblement national, à s'offrir du répit, à essayer de dire ce sont quand même des gens respectables, il faut les considérer de manière républicaine. Ça s'est toujours fini de la même manière localement et maintenant on le voit nationalement. On finit par leur servir de paillasson. C'est ce qui se passe avec M. Barnier. Vous dites, elle le fait sauter à la corde. Moi, j'irais même plus loin. Elle lui montre très clairement et chaque jour de quel côté de la laisse il se situe. Et les choses sont claires. Quand elle lui dit dans la presse « Nous sommes jeudi, vous avez jusque lundi », enfin, excusez-moi, j'ai l'impression d'être dans Le Parrain. Il y a un petit côté mafia sicilienne. Alors peut-être que c'est parce que maintenant qu'il y a Giorgia Meloni en Italie, il y a cette petite inspiration. Mais tout ça est quand même extrêmement violent. Juste attention avec la métaphore de la laisse, peut-être un peu insultante. Mais c'est comme ça que vous pensez que le RN considère autrement M. Barnier ? Il joue chaque jour. Et M. Barnier, les macronistes ont voulu du répit, du confort, du sursis. Ils auront la défaite et le déshonneur. Il y a une autre façon peut-être d'envisager les choses, puisque vous parlez de concession. Le Rassemblement national, je le mets entre guillemets, aurait obtenu l'abandon des 7 heures de travail, vous savez, chaque année, le jour supplémentaire. Une fantastique idée des Républicains, on les remercie. Le reste à charge, le reste à charge sur les médicaments, qui serait lui aussi abandonné. La taxe sur l'électricité qui baisserait. Au fond, un foyer français hors politique dit merci à ces mesures-là. Parce qu'elles sont... M. Barnier a toujours dit qu'il garderait son équilibre budgétaire. Non, mais parce qu'elles sont favorables. Ça veut dire qu'il va aller chercher les économies ailleurs, et on aimerait bien savoir où. Non, mais ma question, Mme Castet, c'est le Rassemblement national, finalement, du point de vue du foyer français de base, a obtenu beaucoup plus que vous-même, en termes de pouvoir d'achat, d'impôts, etc. Mais ça, c'est le résultat d'une volonté très claire du camp présidentiel et du camp gouvernemental de se laisser dicter ses positions par le Rassemblement national. Et le Rassemblement national propose un mensonge, notamment sur la restauration des services publics, puisqu'on le sait très bien, le Rassemblement national propose de ne pas augmenter les impôts et de ne pas... Sur l'électricité, là, par exemple. Je vous parle d'un projet global. C'est une proposition que vous auriez pu porter. C'est une proposition qui consiste à permettre aux Français d'avoir un pouvoir d'achat plus important. Oui. Simplement, il faut que le système boucle. Vous le savez très bien, un budget, ça se boucle. Le Rassemblement national ne propose rien qui permet d'équilibrer le budget, contrairement aux nouvelles propositions. Où ces économies, M. Barnier a-t-il les cherché sur les services publics. Une dernière question d'Arlette Chabot et ensuite on passera à votre initiative politique. Alors, je retiens, notamment de ce que dit Mme Castet, que vous, à Matignon, vous auriez été beaucoup plus maligne, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus habile. La méthode de Michel Barnier n'était pas la bonne. Vous auriez su construire des compromis que lui a été incapable de construire ou qui volontairement a refusé. Mais en même temps, il a pris un risque parce que maintenant, il est au bord du gouffre. Donc vous dites, alors avec moi... ça aurait été beaucoup mieux. Et il n'est pas si habile que ça, le Premier ministre. Alors, je vous laisse les compliments, je vous remercie. Mais moi, je n'ai rien pas un compliment, c'est une question. On a tout à fait conscience que nous étions dans une situation où on devait gouverner avec une majorité relative encore plus courte et non une majorité absolue. Et donc, nous l'avons toujours dit et nous avons été extrêmement constants sur nos principes. Il me semble, je crois qu'on peut le reconnaître. Moi, j'ai dit quelques jours après l'annonce de mon nom comme candidate à Matignon que je ferais des compromis. Il y a eu des gros titres dans la presse. Je me souviens, mais vous auriez été plus ouverte au compromis que ne l'est aujourd'hui ou ne l'a été Michel Barnier ? Oui. Oui, vous le trouvez raide. Le problème, Madame Chabot, c'est que ces gens se sont mis d'accord péniblement. Parce que M. Barnier, il a mis 17 semaines à être nommé et 3 semaines pour faire son gouvernement. Ouais. Imaginez si ça avait été Lucie Castet, au bout de 24 heures, vous auriez lancé une alerte en incompétence. Mais il met 3 semaines à faire son gouvernement. Et une fois qu'il l'annonce, de quoi se rend-on compte ? Qu'ils ont mis 3 semaines à se mettre d'accord sur la question du qui, mais pas sur la question du pourquoi faire, puisque dès le lendemain, ils se disputaient par presse interposée sur des questions aussi légères et insignifiantes que faut-il augmenter les impôts, oui ou non ? Comment vouliez-vous que ça marche quand au sein même d'un gouvernement, à 20 semaines après les législatives, ils ne sont toujours pas d'accord sur est-ce qu'on augmente les impôts ou pas ? Ce qui est, à mon sens, une démonstration très éclairante du fait que la promesse du président de la République d'apporter la stabilité au pays en désignant Michel Barnier comme Premier ministre était une fausse promesse. Bon, alors on avance sur cette initiative politique que vous portez toutes les deux ensemble aujourd'hui. Une candidature commune de la gauche. Alors vous disiez, Marine Tondelier, lorsque j'introduisais cette émission, qu'il y a une condition, c'est que tout le monde est le bienvenu dans ce nouvel espace commun que vous aspirez à créer. Tout le monde est le bienvenu, mais à la condition de ne pas arriver avec un nom déjà en boîte, si j'ose dire, déjà entre les mains. Il faut arriver avec l'esprit ouvert. Exactement. C'est une belle qualité, non ? Oui.
Les choses sont simples. On est dans un contexte politique inédit. Il y a 2 faits politiques majeurs. Le premier, c'est que cet été, le nouveau Front populaire a déjoué tous les pronostics, a provoqué de l'enthousiasme, de l'élan, de l'espoir. Ce que M. Barnier ne provoque en ce moment chez personne, même chez ses soutiens. Sa popularité augmente, je le précise tout de même. Il y a une différence entre popularité et élan, enthousiasme et espoir, et je pense que chacun de vos téléspectateurs voit bien ce que je veux dire. Alors, la deuxième chose, c'est que on voit bien qu'on est dans un moment politique là, une situation bloquée, beaucoup d'imprévisibilité, d'instabilité, que ça angoisse tout le monde. Et on discute beaucoup avec Lucie, on a appris à se connaître, et c'est vrai que de semaine en semaine, on a des questions qu'on se pose et qui perdurent et auxquelles on ne voit pas trop de solutions si personne ne bouge. Et le fait est qu'on se dépasse beaucoup sur le territoire aussi national et qu'on se rend compte que la plupart des soutiens des gens, on va dire, du camp progressiste que l'on rencontre, nous posent les mêmes questions en nous pressant, en nous disant « ne lâchez pas ». Ils nous disent premièrement « faut arrêter les jeux de ping-pong à gauche, qu'est-ce que vous faites ?» On est d'accord avec ça. Nous, si on veut regarder un match de ping-pong, on regarde les frères Lebrun. 1, sportivement, c'est plus intéressant. Et 2, ça n'anime pas l'unité et la cohésion à gauche et chez les écologistes. Deuxièmement, ils nous disent, laissez pas tomber. Et puis ils nous disent, faut arrêter de parler toujours des petites querelles. Quand je dis parisiennes, je veux dire des plateaux télé. C'est pas les Parisiens forcément qui s'embrouillent plus que les autres. Ils disent parler de nous. Ils disent parler de nous. Et c'est vrai que quand on s'engage en politique, on le fait au début pour des personnes, pour des causes, pour des valeurs, pas pour commenter toujours je ne sais qui a dit je ne sais quoi. Et donc... à force d'en discuter, on s'est dit, mais en fait, il faut y aller. Parce qu'on n'a pas le luxe des divisions et on n'a pas le luxe non plus de l'impréparation. Et on voit bien qu'il y a quand même plein de personnes qui veulent aider et qui, aujourd'hui, pour plein de raisons, parce qu'elles ne sont pas ni Olivier Faure, ni Fabien Roussel, ni Manuel Bompard, ni Marine Tondelier, ni Lucie Castet, ne se retrouvent pas dans ces cercles où nous échangeons. Et on est obligé, c'est notre responsabilité, d'offrir aux personnes qui souhaitent s'engager la possibilité de le faire. C'est ça l'appel que nous proposons. Quand vous faites la liste des leaders de la gauche... vous ne mettez pas Jean-Luc Mélenchon. C'est un je parle des chefs de parti avec qui on discute tous les jeudis matins. Oui, très bien. Mais attendez, Lucie Castet, parce que... On n'a pas fini d'expliquer notre initiative, parce qu'il y a quand même... Nous allons prendre... Non, mais c'est intéressant de dire aussi à qui elle s'adresse. Vous pourrez le dire, mais justement pour comprendre dans le cheminement l'intérêt et l'utilité peut-être de cette initiative, il faut que nous entendions une prise de parole qui a eu lieu 24 heures à peu près avant que vous ne lanciez votre appel, c'est celle justement de Jean-Luc Mélenchon. Il était en meeting à Paris vendredi. Écoutez ce qu'a dit le leader des Insoumis. Les partisans d'une candidature commune, on se l'est dit 10 fois, sur la base du programme. Et comme nous irons avec le programme, viens qui veut, il est bienvenu. Nous faisons une offre fédérative. Nous avons compris que les communistes ne veulent plus. Le Parti communiste. Nous avons compris que la droite du Parti socialiste ne veut plus. Et nous refusons de faire chemin avec des gens qui nous insultent en cours de route. Allez, Chabot. Alors, ce que vous préférez, je sais, c'est qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon et qu'on vous interroge sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est surtout Marine Tondelier qui est très fan. Mais quand même, quand on écoute l'intervention de Jean-Luc Mélenchon et qu'on lit votre initiative et qu'on en prend connaissance, on se dit il y a 2 hypothèses. Ou bien ils répondent à Jean-Luc Mélenchon, banco, on suit. Voilà, il dit les communistes ne veulent plus de moi, une partie de la socialiste non plus. Alors qui même me suivent et on dit tiens, ça y est, elle l'aime à nouveau, finalement, Jean-Luc Mélenchon. Ou bien on se dit grande preuve d'émancipation lancée par 2 femmes en plus à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Quelle est la bonne version? Est-ce que vous dites oui Jean-Luc, on est prêt à te suivre encore une fois? Ou bien non Jean-Luc, franchement, tu as une mauvaise image, tu es très clivant, on est en désaccord sur beaucoup de points avec toi et avec les Insoumis, et on reprend notre autonomie. Quelle est la bonne version? Si je peux me permettre, Madame Chabot, 0. L'esprit de votre question est tout à fait à l'inverse de l'état d'esprit de notre appel. Alors. Vous savez, l'union, ça ne se décrète pas, ça se construit tous les jours. Ça se construit jour après jour et avec tous ceux qui veulent l'union. Et donc, notre objectif, c'est de créer un espace pour que les gens qui se reconnaissent dans nos valeurs, au sens large les valeurs de la gauche, mais je dirais la solidarité, l'écologie, la défense des services publics, la défense des libertés publiques, c'est leur donner un espace dans lequel ils puissent nous rejoindre. Et donc,
c'est créer des espaces communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a eu, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est quoi, je vais vous répondre. Vous en avez parlé tout à l'heure. On avait le programme du nouveau Front populaire qui est très riche, très solide, etc. Mais un programme, ça suffit pas à faire vivre la gauche. Ça suffit pas à incarner un projet pour les Français. Et donc, il est absolument nécessaire que les gens qui souhaitent nous rejoindre, par exemple, je pense à ceux qui font de la politique autrement sur le terrain tous les jours, les directeurs d'associations, les militants associatifs, les participants à différents collectifs. Moi, j'étais dans un collectif avant, j'étais porte-parole d'un collectif sur les services publics, mais aussi les chefs d'entreprise, les étudiants, les jeunes, tous ceux qu'on rencontre tous les jours sur le terrain, ils nous disent on veut faire quelque chose avec vous, on veut préparer les échéances électorales. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace pour les accueillir aujourd'hui? Il n'existe pas un espace commun pour accueillir ces personnes aujourd'hui. Ils peuvent adhérer à la France. Mais non, il y a des gens qui n'ont pas envie. Ils peuvent aller discuter dans différentes assemblées? Non, il y a énormément de gens, vous le savez très bien, qui ne sont pas attirés par les structures partisanes. Je les comprends, j'en ai été. Moi, j'ai préféré m'inscrire dans un projet associatif plutôt que dans un projet partisan. Ça, il faut les respecter, il faut l'entendre. Et on est d'accord là-dessus avec Marine. Et c'est d'ailleurs pour ça... C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce projet à deux, avec une jambe de quelqu'un qui vient du monde politique, une jambe de quelqu'un qui vient du milieu plutôt société civile organisée, et on a souhaité offrir cet espace. Et l'idée, c'est vraiment pas de créer un couloir commun, un couloir supplémentaire, mais c'est de créer un espace commun. On veut décloisonner, on est dans l'additionnalité, pas la soustraction, justement. C'est votre grand débat à vous, quoi. C'est ça que vous organisez, une espèce de grand débat. C'est pas un grand débat. Non, mais débat. Oui, il faut débattre. Oui, il faut retourner parler aux Français. Je pense que c'est indispensable, mais c'est aussi mobiliser sur le terrain. Je vous donne juste un exemple. Pas à Jean-Luc Mélenchon. Et il a dit différence. On va y revenir si vous le voulez bien. On répondra à Jean-Luc Mélenchon quand on aura fini à l'explication de Lucie Castet. On va prendre dans le bon sens. Notre objectif, c'est d'organiser des mobilisations sur le terrain, sur des sujets qui sont couverts, par exemple, par le programme. Je pense, par exemple, à la santé publique. Les sujets de santé publique, ils sont très bien couverts par le programme. Mais le programme, c'est un programme politique fait pour des élections législatives. Évidemment, il ne rentre pas dans les détails. Depuis, avec des personnes de la société civile, des collectifs, par exemple, des collectifs de soignants, on a travaillé. Les parlementaires du nouveau Front populaire ont préparé des propositions de loi qui consistent d'une part à renforcer l'hôpital public en mettant des quotas de soignants par nombre de patients, d'autre part à travailler sur la lutte contre les déserts médicaux. Il y a des propositions de loi. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Sincère, et de vous demander qu'est-ce que votre initiative apporte de plus. Je vous réponds. Par rapport à ces collectifs, ces ONG. Je poursuis. Et ensuite, on avancera. Par exemple, sur ces sujets-là, sur la santé publique. Moi, j'étais il y a quelques jours à Saint-Médard, une petite commune en Gironde, où j'ai visité un centre de santé municipal. Là, dans cet endroit, on a un maire qui est extrêmement investi sur les questions de la lutte contre les déserts médicaux, parce que les citoyens sur place disent c'est l'enfer pour se soigner, je trouve pas de médecin. Eh bien, il s'agit de mettre en connexion toutes ces initiatives avec des collectifs de soignants, et on va répondre à ces questions, et on va donner à voir ce que c'est un projet de gauche qui se construit pas à pas et qui s'ancre dans les territoires. C'est sans doute une mauvaise déformation quand on est journaliste politique, on suit la politique depuis de nombreuses années, ça déclenche... Ça fait du mal de suivre la politique. C'est passionnant, mais ça génère aussi une forme d'habitude. Des réflexes. Et certains politiques en jouent. Je suis interpellé par la condition que vous posez. Puisque vous dites, il faut venir non pas comme on est, c'est pas comme dans une chaîne de fast-food, mais il faut venir comme on n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut venir en ouvrant ses chakras et en disant, j'arrive et je dis pas, ce sera moi. Les chakras ouverts naturellement. Oui, mais dans aujourd'hui, la gauche ne peut pas considérer que la France insoumise n'est pas l'un de ses pôles les plus puissants politiquement. Or, la France insoumise, imaginez-vous sérieusement. Vous allez m'appeler Mathilde Panot. Vous voyez à quel point vous êtes vraiment matricée par la France insoumise. Marine Tondelier. Mais ça arrive à des gens très bien. Marine Tondelier, imaginez-vous sérieusement la France insoumise se joindre à cette initiative sans dire, mais de toute façon, pour nous, ce sera Jean-Luc Mélenchon. C'est là où ça coince. Votre initiative coince avant même d'avoir vu le jour. Vous savez quoi ? On n'a jamais pensé que ce serait simple, confortable. Si on voulait du confort, on serait resté sur notre canapé, surtout un dimanche. La réalité, c'est que on a le devoir, en fait, d'essayer. Moi, je préfère prendre le risque d'essayer que de ne rien faire, parce que je pense que le vrai risque aujourd'hui, c'est l'enlisement et l'inertie. Et donc, je ne vous dis pas que d'ici ce soir, je ne fais pas les ultimatums comme Marine Le Pen en disant il est midi, on verra à 18h qui est là, et ceux qui ne sont pas là, le train va partir et ce sera trop tard. Nous sommes des personnes ouvertes. Le NFP, on l'aime, on y tient. C'est pas une initiative pour concurrencer le NFP, c'est pour le renforcer, pour l'ancrer, pour le prolonger.
Nous, on va continuer à travailler avec les chefs de parti, comme on le fait tous les jeudis matins, on va continuer à les voir. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut s'ouvrir. Il y a des personnes qui veulent travailler, qui ne trouvent pas ni la clé de la porte, ni même la porte d'entrée. Vous aviez prévenu les responsables? Oui, évidemment qu'on les a prévenus. Mais c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que notre initiative, et c'est beaucoup ce que titrent les journaux ce matin et hier soir, notre initiative, non seulement elle vise à avoir une candidature commune, mais c'est pas du tout l'essentiel de notre proposition. Ouais. Notre appel, il vise à créer les conditions d'une victoire de la gauche demain. Et c'est beaucoup plus large que l'histoire des noms. Un peu. Exactement. Exactement. Mais vous évoquez précisément. Mais on n'est pas un think tank, Moi, c'est pas un think tank pour Non, non. réfléchir ensemble, c'est un do tank, c'est-à-dire qu'il y a la réflexion, c'est très important, mais on veut aussi de l'action. Alors, On veut précisément. organiser des actions sur le Attends, terrain. Pascal, je vous donne la parole tout de suite parce que là, il y a trop d'anglicisme. Think tank, centre de réflexion, doutin qu'invente On va faire. Marine Tondelier, c'est un outil d'action. La machine à faire. Non, mais parlons C'est la machine à français. faire, Parlons français. Et à Pascal, gagner. allez, Pascal, c'est à D'ailleurs, vous. notre site s'appelait gagnonsensemble.fr. Alors, La victoire est dans le titre. en français, la bataille culturelle. Vous l'évoquez dans l'article, l'interview. Dans l'appel. Absolument. Est-ce que, précisément, on n'avait pas un peu le sentiment d'être décalé par rapport aux attentes culturelles? Vous dites, bon, la droite séquestre un peu le débat sur un certain nombre de sujets. Moi, j'en ai relevé quelques-uns, là. Sur la question des violences, sur les questions liées au séparatisme. Finalement, je vous trouve assez décalé par rapport aux attentes des Français qui attendent beaucoup de sécurité, peut-être un peu plus de rigueur. Vous voyez, des points de vue peut-être plus protecteurs. Alors, est-ce que parler de la question des hôpitaux en France et de la fermeture de lits d'hôpitaux par dizaines de milliers, Je pensais à la culture. de parler c'est de l'économie, ça. de parler des urgences qui ferment la nuit et les vacances en France, est-ce que ça, c'est être décalé de l'attente des Vous Français? voulez que je vous cite des exemples que j'avais en tête? Je poursuis. Sur Crépol, sur c'est des sujets comme par exemple le rapport au séparatisme, le rapport au voile, Madame Rousseau qui dit que c'est un outil d'embellissement, le maire de Grenoble qui est écologiste, qui semble prendre un peu de distance par rapport à la lutte contre la drogue. Vous voyez, c'est tous ces sujets. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous donnez l'impression... Réponse. À tort ou à raison. Réponse de Sur les sujets, par exemple, sur les avance. sujets de sécurité, Ouais. la gauche réfléchit beaucoup sur ces sujets. Moi-même, j'ai été très concernée par ces sujets puisque j'ai travaillé longtemps sur les sujets de criminalité financière. Typiquement sur ces sujets, on a une situation où on a un gouvernement qui est obsédé par la question du trafic de drogue et qui met des moyens considérables sur le trafic de drogue sur le terrain et qui, par ailleurs, néglige les financements et les moyens donnés aux effectifs de police et à la justice pour mener des enquêtes complexes et faire tomber les têtes de réseau. La gauche, si elle arrive au pouvoir, elle sera crédible et elle sera solide sur ces sujets. Bon. Il n'est pas interdit de parler de sécurité quand on est de gauche. En revanche, il faut parler de tous les sujets. Vous doublerez le budget de la sécurité. Non, mais par exemple... on est pour une sécurité globale. Les poumons de nos enfants affectés par la qualité de l'air, la qualité de ce qu'on mange, la sécurité climatique. Enfin, on est quand même dans un monde où on ne sait pas si la planète sera encore habitable dans 30 ans. Mais c'est un sujet sérieux, mais sauf que tout l'argent qui est mis n'obtient aucun résultat. C'est pas de notre faute quand même. Non, mais voilà. Je vous pose la question de savoir ce que vous feriez. Non seulement ça n'est pas de notre faute, mais surtout on n'esquive pas le sujet. Lutter contre la drogue, ça veut dire taper les têtes de réseau et ça veut dire remonter les filières. Et pour ça, il faut donner des moyens à nos policiers et à la justice pour s'attaquer directement à l'argent des plus gros. Et nous en revenons au service public. Un dernier mot avant que nous partions faire une petite pause. Un dernier mot sur l'initiative que vous lancez aujourd'hui. Parce que Marine Tondelier, dans une interview que vous avez accordée à la Tribune dimanche, vous dites déjà, nous sommes 2 femmes. L'expérience nous a, je vous cite, l'expérience nous a malheureusement appris ce que ça provoquait par principe chez certains. On a appris à faire avec. J'ai lu ce passage, mais que voulez-vous dire exactement ? Ça me paraît très très clair. Donc si vous n'avez pas compris, je vous le réexplique. Non, mais juste préciser. On vit dans une société qui a été façonné par le patriarcat. Alors moi, j'en fais pas une maladie, une obsession du soir au matin. Quand je vous dis j'ai appris à faire avec, c'est que je pense que les femmes politiques qui restent là, c'est parce qu'on apprend par des mécanismes d'adaptation, de préservation mentale, par plein de choses, à faire avec et à survivre dans ce milieu qui est un milieu encore essentiellement masculin, où l'on vit au quotidien des réactions, des réflexions misogynes et un contexte qui écrase un peu les femmes. Et
peut-être que le fait d'être deux femmes ensemble nous protège aussi l'une l'autre. Enfin, je pense que c'est pas un hasard aussi si on s'est retrouvés sur certaines manières de faire, peut-être différentes d'autres manières de faire. Et voilà, c'est pour ça que quand on nous ramène toujours à Jean-Luc Mélenchon, ça nous fatigue un petit peu. Parce que moi, je me suis dit, peut-être c'est parce que je suis une femme, tout ça, je suis pas assez forte. Là, on se dit, on va se mettre à deux, on va voir ce que ça donne. On a quand même des questions sur et Jean-Luc par-ci, Jean-Luc par-là. C'est le jeu, c'est pas très grave. Condition arrivée sans idée préconçue sur la candidature, mais tout de même, est-ce qu'il n'est pas temps que la gauche s'organise pour qu'une femme accède à l'Élysée? Mais c'est pas une fin en soi que ce soit une femme ou un homme. Il faut mettre la meilleure candidature. Par contre, vous avez des femmes politiques qui ont le niveau. Peut-être ça peut être une femme. Mais le sujet, vous avez bien compris, on n'est pas obsédé par la question du qui. On est obsédé par la question du pourquoi faire, pour qui on le fait et comment on le fait. Si on peut, il y a une obsession présidentialiste dans ce pays, vous le savez. Oui, mais on peut passer encore des mois à se poser la question que qui, comment on le désigne, comment on le désigne. Je suis surpris parce que ça parce rassure que les Français, non. C'est une question sans arrière-pensée. Non, mais elle se posera. Considérez-vous, Lucie Castet, qu'il est temps? C'est vraiment une question simple. C'est une question de conviction, en réalité, Marine Tondelier. Considérez-vous qu'il est temps pour la gauche de faire en sorte de s'organiser pour qu'une femme accède à l'Élysée? Je vais vous répondre. Pour moi, la question, c'est d'abord quel travail d'équipe on met en place. Ça m'intéresse bien sûr avant le nom du capitaine ou de la capitaine. J'y viens. Je pense que dans un pays comme la France, qui a fait des progrès en matière de parité, mais on est encore très loin d'une situation idéale avec une vraie égalité entre les femmes et les hommes, ce serait une bonne nouvelle que des femmes puissent accéder davantage à des rôles de responsabilité. Beaucoup de prudence. Et donc on encourage toutes les femmes qui nous regardent d'ailleurs à s'engager à quelque chose. C'est étonnant que vous ayez autant de prudence sur cette question-là, parce qu'au fond, on pourrait attendre de vous que vous disiez, oui, il est temps. Mais je pense qu'on n'est pas des personnes du moi je et du moi d'abord, vous le savez. Et le sujet, évidemment, si on dit, nous on pense vraiment qu'il faut une femme, Lucie, il faut une femme. Vous voyez ce que ça va déclarer derrière. Pourquoi? Donc nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut plus de femmes en politique et à tous les niveaux. Et si des femmes nous regardent et qu'elles ont envie mais qu'elles n'osent pas, on leur dit, osez, engagez-vous, on vous attend et on prendra soin de vous. Marine Tondelier, Lucie Castet. La moitié de l'humanité. Initiative politique. Tout simplement. Effectivement, et donc des électeurs. C'est pas la moitié du personnel politique. On entend souvent ça. Et c'est pas une moitié du personnel politique qui pose problème. Et c'est pas la moitié des salaires non plus. Non, il y a 20% de moins à travail égal. Mais on est ravis de vous voir rejoindre cette cause. Je la défends depuis Parfait. ma petite enfance. Marine Tondelier enregistre votre soutien, Pascal Ferry. Sur la question sur ce terrain de la parité, en tout cas. Il est scandaleux. Il y a une Vous voyez, on est en train de faire des compromis. Il y a une convergence. Sujet par sujet. Alors, nous sommes dans un moment où chacun sent que les choses peuvent basculer. Il y a un bras de fer très dur en ce moment, qui se déroule d'ailleurs encore ce week-end entre Marine Le Pen d'un côté, Michel Barnier de l'autre. Peut-être, personne sur ce plateau n'est Madame Irma, mais peut-être que Michel Barnier et son gouvernement tomberont dans les prochains jours ou dans les 2 prochaines semaines. Lucie Castet, si cette éventualité devait advenir, est-ce que vous êtes toujours candidate pour Matignon? Alors, ma réponse, elle est très simple et je l'ai dit partout. Moi, j'ai été une partie de la solution puisque les chefs de parti se sont accordés sur mon nom à la fin du mois de juillet dernier. J'ai accepté de relever ce défi dans un esprit de responsabilité. J'ai travaillé tout l'été pour pouvoir incarner cette possibilité et être prêt à gouverner tous ensemble. Maintenant, si les choses ont changé et qu'un nom semble plus à même de rassembler l'ensemble de la gauche pour incarner un ou une première ministre, je n'en ferai pas un obstacle. C'est pas du tout une question personnelle pour moi. Attendez, je fais la trad, comme on dit, je fais la traduction. Donc, à la question, est-ce que vous êtes toujours candidate pour Matignon? La réponse c'est oui, mais si c'est quelqu'un d'autre, j'en ferai pas une maladie. Je ne suis pas candidate. Ce que je veux dire, c'est que je suis prête et je suis à la disposition de la gauche pour jouer ce rôle si il est considéré qu'il est toujours nécessaire que je sois là pour faire ça. Disponible. Ensuite, moi, ce que je pense extrêmement important, c'est aussi de se préparer pour la suite. Et c'est tout le sens de l'appel qu'on lance avec Marine Tondelier. Il faut quand même se dire que tout peut arriver tout le temps, là, au point où on en est rendu. Il y a remaniement, dissolution dans quelques mois, on entend parler de destitution, de démission, mais on se rend compte que c'est l'instabilité. Vous dites démission, tout le temps. C'est aussi celle du président de la République qui est, voire souhaitée, clairement. Qui est souhaitée par la majorité des Français. C'est un sondage, selon certains sondages, pas tous, mais c'est aussi ce qu'évoque, et je ne vais pas reparler de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est très clair, ou ce à quoi pourrait penser aussi Marine Le Pen dans une perspective d'une présidentielle anticipée. La question est aussi simple parce que c'est grave. On passe d'une crise politique éventuellement à ce qu'on appelle une crise de régime. En tout cas, c'est du jamais vu sous la Ve République. Est-ce que vous dites le seul moyen, même Jean-François Copé dit, ce serait le seul moyen de s'en sortir finalement, peut-être une élection présidentielle. Vous partagez ce sentiment ou pas? Mais moi,
la seule chose que j'ai à vous dire ce midi, c'est qu'on a bien vu en juin dernier l'effet de stupeur, de sidération. Quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, il y en a la moitié du personnel politique, ils étaient mais complètement dans les cordes, chaos technique, comment on va faire ? Surtout ses amis. Mais je pense que c'est vraiment la formation écolo qui nous apprend à être prêts tout le temps, y compris à des risques que par principe on n'a pas vu venir, parce que c'est ça qui va nous arriver avec le climat. Donc nous, on est formés à ça. Et je pense que nous, on n'a pas été déstabilisés une seule seconde. Et que sûrement, l'expérience de 10 ans d'opposition au RN à Hénin-Beaumont m'a donné quelques instincts de survie. Regardons vers l'avenir. Mais vous voyez, ça a marché. On a déjoué tous les pronostics. 27 sondages sur 27, à l'époque, nous donnaient perdants. 27 sur 27. Il n'y en a pas un pronostic, un sondage qui nous donnait gagnant. Et on l'a fait. Donc moi, ce que je veux dire à tout le monde, à ceux qui nous regardent, qui sont inquiets, c'est que on ne se laissera jamais abattre. On ne baissera jamais les bras. Les batailles, on les mènera jusqu'au bout, avec le sourire, avec beaucoup de détermination. Mais la détermination, ça ne suffit pas. Il faut aussi de la préparation. Et ce qu'on a pu faire dans un bazar organisé en juin, où tout le monde était un peu sonné, on a, je pense, été très réactif. On a su se mettre en ordre de bataille très efficacement au sein du nouveau Front populaire. Et là, s'il tombe demain, Barnier, si Michel Barnier tombe demain... Voilà, c'est pas parce que ça a marché là que ça marchera tout le temps par principe. On ne peut pas s'en remettre au destin. Et donc, le mot-clé, c'est la préparation. Et avec Lucie Castet et avec les autres chefs de parti et toutes celles et ceux qui veulent nous aider, y compris les chefs de parti qu'on ne cite pas, d'autres partis, etc., on doit se préparer. Mais ça veut dire quoi, Pascal, allez-y, Pascal. On doit pouvoir réagir vite. Et instinctivement, manifestement, vous avez appris, et donc vous avez progressé dans ce domaine, mais il y a toujours quand même la question de l'incarnation. Eh oui. C'est-à-dire, à un moment, on avance, écoutez, il y a une bataille, il faut qu'il y ait une incarnation. Alors, laissons de côté l'hypothèse de démission du président de la République pour nous situer dans le cas de figure où il faut un Premier ministre. Oui. Est-ce que le nom de Bernard Cazeneuve, pardon d'en revenir à des questions de personnes, mais vous savez que ça se pose. C'est le sujet. Parce que la personne, c'est aussi parfois celle qui est capable de pousser les murs, d'aller chercher de nouvelles alliances. Est-ce que ce nom est toujours pour vous une provocation ou non ? Puisque vous utilisez le mot provocation. Je vais me permettre de répondre, je laisserai Marine compléter si elle le souhaite. Déjà, je me permets de vous dire que je trouve que la question du débat sur la personne à gauche qui doit être désignée première ministre ou Premier ministre pour ensuite composer son gouvernement, à mon sens, élude la responsabilité qui est celle du président de la République, qui, vous le savez bien sûr, est chargé de désigner ce ou cette première ministre. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et nous, notre position, c'est de dire si jamais le gouvernement Barnier tombe et est censuré, la logique institutionnelle, cela n'a pas changé par rapport à cet été, ce serait que le président de la République désigne une personnalité de gauche pour former un gouvernement. D'où ma question. D'où votre question. Ensuite, je vais y venir. Ouais. Ensuite, je pense qu'il est quand même très important de dire qu'il semble que le président de la République n'ait pas cette intention, puisque on l'a vu cet été. Sa plus grande crainte, semble-t-il, c'est qu'un gouvernement de gauche change le cap politique qu'il a fixé et qu'il ne semble pas prêt dont il ne semble pas prêt de se détourner. Mais ensuite, je vous réponds sur la question. La situation a changé, Lucie Castet. La situation a changé, mais je n'ai pas l'impression que la posture du président de la République, elle, a changé. Oh, non, mais aura-t-il le choix ? Mais aurait-il le... Non, mais attendez. C'est pas ce qui caractérise de changer d'avis, de position. Aurait-il le choix ? Marine Tondelier, là... Il n'est pas coutumier du fait. Sans entrer dans l'analyse psychologique d'Emmanuel Macron, mais dans l'analyse de la situation politique, dans l'hypothèse où Michel Barnier venait à tomber, considérez-vous l'une comme l'autre qu'Emmanuel Macron aurait un autre choix que celui de nommer une personnalité de gauche ? Nous, on considère qu'il serait logique qu'il désigne un Premier ministre de gauche ou une Première ministre de gauche, mais comme il nous semblait logique à l'été, qu'il suive le fonctionnement des institutions, la logique des institutions, et qu'il le fasse. Il ne l'a pas fait. Et donc, on peut considérer qu'il existe un risque. Je n'écarte pas cette hypothèse. Je dis juste qu'il ne semble pas enclin, prompt à le faire. Nous, on regarde. Enfin, on a quand même vu qu'il a fait de l'obstruction tout l'été. Il s'est comporté, pour reprendre ses propres termes, comme un Gaulois réfractaire. Bon, c'est juste, il ne parlait pas de lui-même à l'époque. Non. C'est ça qu'il a fait. Il nous a quand même expliqué, en nous prenant, comme on dit chez moi, pour des babaches, qu'il ne pouvait pas changer de Premier ministre en juillet-août parce que c'était les Jeux Olympiques. Oui. Donc vraiment, c'était irresponsable, il ne pouvait pas du tout. Bah, d'accord, mais alors pourquoi il a fait une dissolution en juin s'il pensait qu'il ne pouvait pas changer de Premier ministre ? Tout ça n'avait aucun sens. Non. Il a fait de l'obstruction tout l'été parce que la vérité, c'est qu'il ne veut pas changer de politique. Ça a deux conséquences. La première, c'est que les Françaises et les Français continuent à subir le macronisme. Et une très, 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 très grosse majorité d'entre eux veut un changement de cap politique. Et il y a quand même 9 millions de pauvres dans ce pays. Hein. Chaque jour un peu plus nombreux, chaque jour un peu plus pauvres. Et moi, je pense tous les jours en m'engageant à ces personnes qu'on a le devoir d'aider. Et la deuxième conséquence politique, c'est qu'on le sait bien, les personnes qui dévissent un moment socialement,
qui n'y croient plus, qui se sentent maltraités. Et ce sentiment, il est légitime. Hein. Moi, je vous le dis, vu depuis le Pas-de-Calais et l'Ain-Beaumont, et depuis tous les endroits, depuis les salariés Michelin, Cholet, que je suis allée voir, c'est inadmissible. C'est normal qu'ils se sentent laissés tomber. Et une partie d'entre eux, du coup, se tournent vers le Rassemblement national en disant peut-être qu'eux, ils vont changer ma vie. Et tout ça est très cohérent. Pourquoi Madame Le Pen, on n'a pas parlé d'elle depuis longtemps, je préfère parler d'elle que de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi Madame Le Pen n'a pas voulu de Premier ministre du NFP? Parce que c'est elle la première qui a dit no go zone, jamais NFP, jamais de Premier ministre. Alors que pourtant, elle a beaucoup de ses électeurs qui auront eu intérêt à avoir le SMIC à 1 600 €, à avoir l'abrogation de la réforme des retraites, à avoir l'école intégralement gratuite. Pourquoi elle ne le voulait pas? Parce que Madame Le Pen est une grosse hypocrite. Parce que Madame Le Pen ne veut pas que la vie de ses électeurs change. Elle veut qu'ils continuent à aller de plus en plus mal pour qu'ils continuent à se tourner vers le parti de ceux qui ont du désespoir et qui n'en peuvent plus, c'est-à-dire le sien. Donc électoralement, pour 2027, si d'ailleurs elle a le luxe de pouvoir se présenter, parce que pour l'instant ça a quand même l'air mal parti cette affaire, nous verrons en mars. Elle veut que les gens aillent de plus en plus mal. Et donc il y a une convergence d'intérêts entre Macron qui ne veut pas changer de politique et Marine Le Pen qui n'a pas intérêt à ce qu'il change de politique. Et donc tous les deux, ils ont choisi un Premier ministre de droite qui fait du macronisme empire. Et les seules alternatives, c'est nous. J'achète ce que vous dites, mais moi j'ai connu... Ça fait 2 fois. Mais moi c'est non marchand, monsieur Péry, c'est gratuit. J'ai connu, en raison de mon âge, une gauche qui donnait envie. J'ai connu la gauche d'avant 80. C'est celle qu'on aime et c'est celle qu'on veut voir à vous n'êtes plus c'est pour vous qu'on fait, monsieur Péry, pour que vous retrouviez espoir dans la gauche. Madame Tondelier, la gauche d'aujourd'hui, la classe ouvrière, elle vous regarde même plus. Vous lui faites peur. C'est à ça qu'on doit travailler. Moi, vous savez, tous les points... Enfin, on est des personnes lucides. Moi, je suis la première à dire, des fois on n'a pas bien fait, des fois on a été con, je le dis, c'est vulgaire, mais franchement c'est la vérité. On n'a pas tout bien fait. Et donc, soit on se le dit et on cherche les manières de faire mieux, soit on dit non, c'est parfait, on n'a aucun problème. Notre réactivité logique, notre instinct avec Lucie, c'est qu'il faut pouvoir dire quand c'est pas bien et améliorer les choses. C'est ça qu'on fait, c'est pour ça qu'on passe la moitié de nos semaines sur le territoire. C'est aussi un fond du sujet, c'est indifférent d'ailleurs. Alors, je ne suis pas obsédée par les insoumis, mais c'est une question qu'a posée François Ruffin. C'est comment vous récupérez, vous dites vous-même, nos électeurs, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ok, Marine Le Pen ne veut pas qu'ils votent pour nous, qu'ils aient 1 600 € de SMIC, etc. Elle ne veut pas qu'ils aillent mieux, c'est pire. Elle ne veut pas qu'ils aillent mieux. Pourquoi ils ne vous entendent pas? Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'ils sont racistes, qu'ils sont effectivement, qu'ils ne reviendront jamais, que c'est un électorat perdu? Je pense pas qu'ils Ou est-ce que vous vous dites, est-ce que vous vous dites, il faut reconquérir cet électorat populaire qui nous a quittés et qui, suivant votre raisonnement, aujourd'hui se laisse un peu abuser, endormir, détourner par le Rassemblement national. C'est ça une priorité, c'est retrouver cet électorat qui vous a quitté? Ça fait tout à fait partie des priorités de notre appel. Moi, je pense qu'on ne peut pas reprocher aux gens de se détourner des élections, c'est-à-dire de ne plus aller voter ou de se tourner vers un parti comme le Rassemblement national, qui leur ment d'ailleurs sur son programme social et son programme en ce qui concerne les services publics. On ne peut pas leur reprocher de se tourner vers ce parti-là quand on ne leur parle pas et quand on ne va pas les voir et qui n'ont pas l'impression que ce que propose la gauche et ce que propose la classe politique classique républicaine en général ne va pas les toucher directement. Et donc je pense que c'est ce lien qu'il faut renouer et je pense que ça passe par une étape d'écoute. Je pense que par exemple, et vous voyez, vous allez voir, je ne suis pas sectaire, je pense que le président de la République avait organisé quelque chose d'intelligent avec le grand débat. Lorsqu'il a ouvert les cahiers de doléances, j'ai trouvé que c'était intelligent. Néanmoins, là où ça a péché, et ça fait beaucoup de mal, je crois, à la démocratie, c'est lorsqu'il a décidé de, pardonnez-moi l'expression, s'asseoir sur ces cahiers de doléances. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont rendues en mairie pour remplir, avec toute leur âme, avec tout leur cœur, ces cahiers de doléances pour écrire ce qui se passait dans leur vie, à quel point leur vie était difficile parce qu'ils n'arrivaient pas à finir les fins de mois. Je pense par exemple à des mères célibataires qui ont des difficultés immenses, qui ont écrit dans ces cahiers. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Eh bien, je pense qu'il est du devoir de la gauche, parce que c'est cohérent avec ses valeurs et avec ses convictions, de retourner voir les gens et d'en tirer quelque chose. Vous avez beau avoir le meilleur programme possible, si les gens ne vous écoutent plus, c'est l'exemple par exemple du SMIC à 1 600, il y a plein de gens qui disent « mais comment vous allez faire, ça ne marchera jamais ». C'est notre rôle de raconter un récit qui est audible et qui est compréhensible. Ce n'est pas la responsabilité des gens qui ne comprennent pas. Pardon, je ne suis pas obsédé par Bernard Cazeneuve, mais... Je vais vous répondre sur Bernard Cazeneuve, vous faites bien de me relancer. Parce que justement Cazeneuve, c'est peut-être une marche vers une espèce d'idéal. Vous connaissez la formule de Jaurès, tendre vers l'idéal composé avec le réel. C'était la formule de Jaurès, mais vous donnez l'impression de vouloir tout de suite.
Mais on est en train de vous expliquer exactement l'inverse depuis le début. On vous dit, on va on va écouter tout le monde, y compris les chefs d'entreprise, y compris les étudiants, y compris les gens qui ont... Pour Bernard Cazeneuve, je vais vous répondre, parce que je n'élude jamais les questions. Pour Bernard Cazeneuve, je n'ai rien personnellement contre Bernard Cazeneuve. La question du Premier ministre, c'est la question du mandat. C'est ça. La question du mandat. Vous avez beaucoup d'électeurs qui se sont tournés vers la France Insoumise, par exemple, qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale, dans le bloc de gauche. Dans le bloc de gauche, oui, j'allais dire, oui. Pardon. Dans le bloc de gauche. Vous savez que Bernard Cazeneuve et la France Insoumise, il n'y a pas de... C'est chien et chat. Il y a des recoupements compliqués sur le plan idéologique. Néanmoins, il nous faudra travailler tous ensemble. Nous, on assume totalement le fait qu'on veut travailler tous ensemble. Et donc la question, c'est quel mandat donne le nouveau Front populaire et les différents partis de gauche à la personne qui gouvernera en son nom. Et là, il semble... Et votre avis à vous, c'est qu'il faut abandonner un certain nombre de choses, peut-être. Quand vous présentez comme ça... Ne pas aller vers l'idéal. Non, mais pour... attendez. Mon avis, c'est qu'il faut abandonner construire... ou repousser. Ou tout tenter. C'est qu'il faut construire avec les gens et aller écouter ce qui se passe sur le terrain. Je donnais l'exemple du centre de santé à Saint-Médard tout à l'heure. Ça me semble hyper important. Il y a des élus locaux qui retroussent leurs manches tous les jours pour mettre en place des initiatives extrêmement importantes, parfois sur leur denier hors compétences obligatoires et donc qui ne sont pas financées par l'État, qui pire va rogner leur financement et qui ont à apprendre à la gauche. Il faut apprendre de nos élus locaux, il faut apprendre de nos concitoyens, il faut apprendre de nos associations. Lucie Castet, Marine Tondelier, j'ai une question à vous poser, presque peut-être moins à vos cerveaux qu'à vos cœurs. Parce que... Je sens que ça va nous plaire. Oui, mais c'est une question, à mon avis, importante. Nous sommes dans un moment de bascule où peut-être que la censure sera votée dans les prochains jours. Nous verrons bien. Marine Le Pen est en train de négocier âprement, ou en tout cas, elle met en scène une négociation très rude, en direct avec le gouvernement. J'ai trois éléments me viennent en tête. Suppression de l'AME, l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière. Amendement de l'AME. Non, Marine Le Pen, elle veut la suppression. Elle demande la suppression. Barnier propose... Michel Barnier, il propose de l'amender. Marine Le Pen, elle dit j'économise 1,2 milliard, Pascal. Oui, donc elle supprime. On conserve en réalité, elle n'économise rien du tout. Vous êtes d'accord que un nouveau mensonge. Si on reste sur l'urgence, David, c'est 1,2 milliard. Bah oui. Si on s'en tient simplement à l'aide d'urgence, vitale, c'est 90 millions d'euros. Donc autant dire effectivement que ou la supprimer. C'est pour ça, Pascal, que je disais que Marine Le Pen plaide pour la suppression. Avec des conséquences désastreuses en matière de dépenses publiques pour la suite, puisque les gens sont évidemment soignés le débat, plus tard et dans un problématique de la viralité. Le débat est connu. Le débat est connu. Effectivement, vous le rappelez, mais le débat est connu. Je disais donc, suppression de l'aide médicale d'État. Baisse massive de l'aide au développement pour les pays en situation de développement. 15 milliards. Je prends un autre exemple. Elle refuse toute augmentation de la taxation sur le gaz. Énergie fossile, Marine Tondelier. Et au fond, vous allez déposer une motion de censure, sans doute lundi, peut-être un peu plus tard, nous verrons, en fonction de ce que fait le gouvernement, qui servira de véhicule aux voix du Rassemblement national pour faire tomber Michel Barnier. C'est une possibilité. Je le disais, pour les militantes que vous êtes, est-ce que cela ne vous pose pas un cas de conscience ? En fait, vous présentez les choses comme si on devait, toute la journée, tout faire en fonction de ce que fait ou pas le Rassemblement national. Nous, on a avec Lucie le mérite, je pense, de la constance et de la cohérence. Je vous rappelle quand même qu'en juillet dernier, j'ai dû expliquer moi-même à la moitié du gouvernement de l'époque ce que voulait dire le Front républicain. Et avec parfois beaucoup d'émotion, parce que oui, ça m'avait totalement percuté que M. Le Maire, par exemple, après 7 ans au gouvernement, qui est quand même, il vient d'une famille, une tradition républicaine, ne voit pas la différence entre l'extrême droite et la gauche. Ça m'a profondément choqué, et ça a choqué aussi les Français qui se sont mobilisés. Il ciblait les insoumis à l'époque, uniquement. Le NFP. Et il me semble que j'étais dedans. Et donc, ce moment-là, moi, j'oublierai jamais. Je pense qu'il y a des moments de l'histoire où il faut exactement savoir ce qu'on a à faire et ce qu'on a à dire, et je les ai trouvés à côté de la plaque, et en deçà de leurs responsabilités, pas à la hauteur. On est quelques semaines après. La motion de censure, on a toujours dit qu'on la déposerait si c'était Michel Barnier. On l'a fait plusieurs fois et on a écrit une tribune avec les chefs de parti et Lucie il y a quelques jours pour dire ce qu'il en adviendrait si ça se passait comme ça sur le budget. Vous dites, tout à l'heure, vous n'avez pas fait de compromis. Nos députés, ils ont été présents tous les jours en commission, toutes les nuits, pareil en séance. Ils ont fait voter des choses, ils ont fait le débat à fond. Les macronistes, ils n'étaient pas là, absents. Mais à la fin, c'est Marine Le Pen. Ils sont venus à la fin tout balayer. Marine Tondelier, à la fin, c'est votre adversaire d'ailleurs des Nains-Beaumont, Marine Le Pen, qui revendiquerait à la fin d'avoir fait tomber le gouvernement. Exactement ce que nous avons toujours dit. Ouais. Nous sommes constants et cohérents.
Alors qu'après, Monsieur Barnier, dans son petit truc de sautage à la corde où il est complètement perdu, se retrouve lâché par Marine Le Pen, c'est autre chose. Nous ne faisons pas d'accord de couloir avec le Rassemblement national. Nous ne les invitons pas avec des petits croissants à discuter tous les matins à Matignon pour faire des deals politiques avec eux. Nous déposons la motion telle que nous l'aurions déposée, qu'advienne et quoi que fasse le RN. S'ils décident de voter notre texte, c'est leur problème et c'est le problème de M. Barnier. On ne va pas aller dans un couloir négocier si on met tel mot, ça vous arrange, etc. On ne négocie pas avec l'extrême droite. Ça devrait être un principe de base. Et c'est ce qu'ils font tous les jours en face pour venir ensuite nous reprocher que c'est à cause de nous s'ils tombent. C'est quand même un peu gros. Vous avez répondu. Je me suis permis ce petit décryptage. Vous avez répondu. Arlette et Pascal, je vous précise qu'il nous reste 2 minutes. Allez-y. Et ben voilà, on n'a pas parlé de la COP29, monsieur Doucan. On peut le faire. Et du budget. Reparlons du budget. On a fait le budget toute l'émission. Il ne faut pas changer de méthode. Ceux qui nous regardent se disent ça va recommencer. C'est ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est pas fait en 2 jours votre débat et ça peut pas l'être. On a le mérite d'essayer. Donc, est-ce qu'il ne faut pas changer? C'est-à-dire, il y a des ouvertures. Il y en a qui disent du côté du PS, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres moyens de s'allier une espèce de pacte de non-censure en se mettant d'accord sur un certain nombre de points pour que la France continue à avancer? Vous imaginez que si la France n'a plus de gouvernement dans 3 jours, il va y avoir quand même joyeux Noël pour les Français. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire autrement? Allez-y, et ensuite nous conclurons. Compliqué et réponse rapide. Avec les... Je peux répondre là-dessus parce que c'est ce qui m'a, c'est les réflexions qui m'ont animé tout l'été avec mes collègues chefs de parti. En réalité, moi, ce que j'ai proposé tout l'été, je suis très à l'aise sur votre question. Ce que j'ai proposé, c'est de construire des accords texte par texte avec des gens bien au-delà du nouveau Fonds populaire. Mais là, sur une chose de minimal. Je vais vous répondre. Puisque de toute façon, il n'était pas possible de gouverner seul, on en avait tout à fait conscience. Néanmoins, là où il faut pas, où ça me semble très important de ne pas mentir à nos électeurs, c'est que un pacte gouvernemental, c'est-à-dire un accord de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas nos sensibilités, nos valeurs ancrées à gauche, ça n'est pas possible, c'est mentir aux électeurs. Et donc, il faut pour autant aller chercher des accords texte par texte, mais il n'est pas possible de dire qu'on va gouverner ultra largement avec des gens avec qui on ne partage pas un projet politique ni des valeurs politiques. Merci Lucie Castet, merci Marine Tondelier. J'étais très heureux de vous avoir ce midi sur le plateau d'Elfie. C'est réciproque. Merci à vous. C'était passionnant. Je constate, j'ai demandé en régie à ce qu'on vérifie. Pour l'instant, je ne vois pas de réaction de la France Insoumise à votre initiative. Mais elles vont peut-être venir. Mais rejoignez-nous sur gagnonsensemble.fr. C'est ça la réaction qu'on attend ce matin, vous l'avez compris.